Joe. Des questions à poser. Fais vite, non. Vraiment, fais vite, nous. Elle risque d'écrire un livre sur toi. Hein. On va écrire un livre sur Le toi. silence de Joe. Le retard de Joe. Le silence de Joe. C'est quelque Le chose. retard de Joe. Jaili Amadou. Oh là là. Jaili Amadou Amal. Voilà. Oh. On ne devait pas mettre docteur avant, mettre Jaili Amadou Amal. Si vous voulez mettre, ne vous gênez pas. Il faut lui dire que non. Ah, c'est pas le moment. C'est toi qui lui poses la question, elle va répondre. Ah, d'accord. Elle ne lui pose pas de Alors, question. Jaili Amadou Amal, alors, comment vous décrire? On a fouillé des adjectifs. Hein. Les auteurs ont trouvé engagée, militante, respectée, résiliente, imminente, inspirante, humaniste, courageuse, déterminée, poignante, africaine, altruiste, littéraire. Oui, littéraire, ça marche très bien. Jaili Amadou Amal, vous êtes né à Marois, à l'extrême nord, d'un papa juriste, professeur d'arabe et d'une maman égyptienne. Alors, on ne se doute pas tout de suite, mais les difficultés par lesquelles vous allez passer vont forger la personne, la romancière, auteure, écrivaine exceptionnelle que vous allez être plus tard. Vous n'avez que 17 ans et vous êtes marié de force, un ménage qui va être très difficile pendant 5 ans. Vous partez de ce ménage-là et 10 ans plus tard, vous partez de votre second mariage, cette fois-là pour les violences conjugales. Vous vous installez à Yaoundé, à ce moment, vous faites des pieds et des mains pour vivre et surtout pour financer la carrière littéraire qui va suivre. Exceptionnelle. En 2010, Walande est là de partager un mari, et là vous racontez votre vécu, et c'est justement ce qui est poignant dans le parcours de Jaili Amadou Amal, c'est que les histoires sont authentiques, sincères, les mots sont suffisamment bien choisis, et le narratif vraiment exceptionnel au point d'en pleurer. En 2013, ce sera Michirijo, la mangeuse d'âme, et le tournant décisif de la carrière intervient à Mondial, les larmes de patience, en 2017. 2017, le livre sort. L'année d'après, le livre est retenu à la sélection de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. L'année d'après, le livre est cité et remporte le prix littéraire de la presse panafricaine. Et là, le prix est remis au Salon du livre en France. Et juste après, le livre remporte le premier prix Orange du livre en Afrique. À ce moment-là, vous êtes contacté par les éditions Emmanuel Colas qui vous proposent, en voyant l'impact qu'a le livre et surtout l'authenticité de l'histoire, de le réécrire, de le réadapter pour que l'histoire passe un peu mieux sur d'autres territoires. Une chose à laquelle vous dites oui, en septembre 2020, le livre ressort et il se retrouve dans la sélection du prix Goncourt. Pause. Parce que c'est là très important. Et je crois qu'à cette époque, on avait reçu Jaili, parce qu'on saluait le fait qu'elle soit la première africaine à se retrouver en finale du prix Goncourt, la deuxième africaine depuis 1975, la deuxième écrivaine subsaharienne depuis 1975, et surtout la toute première écrivaine à être présélectionnée depuis le continent africain. Exceptionnel. Le prix Goncourt des lycéens est remporté, super, et ça ne va pas être que ça. Le livre va se retrouver parmi les best-sellers de cette rentrée 2020. Il va être réadapté en audio à partir de 2021, va remporter le prix France Culture, et après se retrouve réadapté dans plus de 20 langues, vendu en plus de 250 000 exemplaires. Par exemple, la version sortie en Allemagne, elle aussi va se retrouver parmi les livres les plus plébiscités pour la jeunesse. Alors, Jaili Amadou Amal, prix Goncourt, c'est le Cameroun et l'Afrique entière qui célèbrent. Quand Jaili revient, elle est accueillie par tout le monde, la délégation régionale, le ministre, reçu par la première dame, cité par le président en février dans son discours à la nation. France 24 cite Jaili Amadou Amal comme parmi les 10 femmes les plus inspirantes qui changent le visage même de l'Afrique et qui donnent une autre envergure au continent. L'UNICEF la sollicite pour être ambassadrice pour l'enfance et même pour les droits des femmes. Et surtout, l'année d'après, elle est reçue à l'université de Sorbonne pour recevoir un titre honorifique de docteur. Docteur. Et ça, c'était la jeune fille qui, à 17 ans, a été mariée de force. De force. Cœur du Sahel va être l'autre livre et surtout L'Harem du Roi, le dernier. Mais entre-temps, Jaili Amadou Amal s'est installée dans le monde comme étant une véritable référence, une véritable militante pour la question des droits de la jeune fille et des femmes. Et l'actualité la plus proche, c'est qu'elle a été vue aux États-Unis sous l'invitation de la fondation Bill et Melinda Gates pour partager son expérience. Donc, ayant déjà fait le tour du monde, ayant vécu certaines situations, ayant inspiré beaucoup de dames par des colloques et conférences, et aller parler aux États-Unis, aux Américains, de ce que c'est. C'est beau, hein? C'est trop beau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Jaili. On peut se vanter de la Merci voir. beaucoup. Ah oui. Oh là là, elle va nous dire un grand bonsoir tout à l'heure, mais on va d'abord regarder cet élément avant de la retrouver. Mesdames les maires, messieurs les maires,
l'Association internationale des mères francophones. Je ne peux pas décrire ma joie, ma fierté, mon émotion de recevoir ce prix. Il a tellement de valeur pour moi. À ce prix littéraire, ce premier prix, je suis tellement fière d'en être la lauréate. Et je vous remercie infiniment d'abord d'avoir pensé à créer ce prix qui est tellement important. Voilà, à avoir bien voulu faire de moi la première lauréate. Bonjour, je m'appelle Djaili Amadou Amal. Je suis auteure camerounaise de 3 romans et puis le dernier, Mounial, Les larmes de la patience, qui est finaliste pour le prix Orange, est un livre qui parle des violences, les violences sous toutes ses formes. Je suis la première écrivaine dans le Nord Cameroun et déjà rien que le fait de décider d'écrire, de publier, c'est déjà briser un tabou. Et puisque les femmes dans notre tradition ne sont pas censées prendre la parole, ne sont pas censées parler fort et surtout ne peuvent pas parler de certains sujets, la sexualité, la place de la femme, la polygamie, la révolte même. J'écris des romans engagés tout simplement par conviction parce que je pense que je dois porter la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. Le fait de subir un mariage forcé, d'être mariée à un homme qui avait 54 ans, qui avait déjà une autre épouse, qui avait des enfants, c'était pas exceptionnel, ça n'avait rien de dramatique, c'était normal. Mais j'avais déjà lu Ampateba, j'avais lu Semben Ousmane, j'avais lu Mariama Pa, qui parlait déjà de ces sujets graves, de la polygamie, du mariage précoce et forcé, etc. Et c'est ça qui m'a permis de prendre conscience. Mais quand je suis rentrée là-dedans, eh bien, évidemment, vous imaginez une jeune adolescente qui a plein de rêves, qui veut être journaliste, qui veut être écrivain, qui se retrouve mariée à quelqu'un qu'elle a vu 2 fois dans sa vie. Et encore la première fois, j'ai enlevé mes lunettes sous forme de rébellion, comme je suis très myope. Je ne voulais pas le voir, je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, le roman Les Impatientes est devenu un manuel scolaire puisqu'il est inscrit au programme scolaire de toutes les classes de terminale au Cameroun. Je pense que ça, c'est déjà un très bon début. Ce que j'espère, c'est qu'à force d'en parler, à force de sensibiliser les jeunes, par le biais de la lecture, de la littérature, etc., eh bien, on peut véritablement changer les choses de toutes les façons qu'elles le plaidoyer pourrait être encore meilleur que la littérature. Oui, elle est avec nous, Djaili Amadou Amal. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. C'était... voilà. Oh, ça touche toujours quand J'aurais rougi si je n'étais pas... si je n'étais pas noire. Oui. Alors, Joe? Non, Elle n'est pas entrée. Comment La précipitation. J'espère qu'elle n'a pas oublié. Voilà. Djaili Amadou Amal, c'est comment? Comment Elle a oublié. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de clients comme ça. Hein? Voilà. Quand on dit c'est comment? C'est un code en fait. On répond? Quand on dit c'est comment, on répond? Mais je sais pas. On est là. Je me souviens. Non, Joss, Oui. permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Vas-y, souhaite-le. Vraiment, j'ai lu ce qu'elle a écrit. Tu as lu, J'ai hein? lu. Tu es sûr que tu as lu?
Oui, j'ai lu Parce que quelques. moi, j'en ai un. Là, Voilà, pas donc, encore. nous sommes sac de arrivés Bengay. Le sac de nous sommes Bengay. arrivés au niveau où on ne lit plus seulement ces livres. Ah bon, hein? Oui. Vous faites quoi? Maintenant, nous, on croque ces livres. Vous croquez ces livres? Oui. Hey, On croque ces Mange le écritures. papier. vous croquez les... Ce qu'elle écrit. Oui, vous On croquez. croque, c'est exactement comme les croquettes que j'ai laissées. Quelle tentation. Mais c'est à toi, hein? Ah bon? Ah oui, Il est en train de t'offrir des croquettes. C'est trop gentil. Mais Tu ne oui. pouvais pas venir rentrer comme ça, c'est pas Ah, possible. C'est pour ça qu'il te souhaite la Tu bienvenue nous as avec des trop donné croquettes. à l'écriture, mais il faut qu'on te donne aussi un peu. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Oh là là. Alors, Mais il fallait me donner ça après parce que moi, je vais me mettre à tout manger. ah non, non. Ça va d'abord rester dans le décor comme ça, là, donc juste voilà. Et puis maintenant, tout à l'heure, avant de partir, hein, on Vous va n'avez croquer. pas une bouteille de jus aussi pour mettre à côté? Si, il y aura tout ça. On va donner ça pour pousser avec. Oui, on va. Dio, tu as la première question. Waouh. Ah là là. Qu'est-ce qu'il y a, Dio? C'est la peux première être question. un Mais non, 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 c'est la première. Non, alors, Je n'aime pas les questions difficiles. Hein. Voilà. non, mais celle-ci, Elle je est ne sais trop pas facile. comment je vais la mettre, docteur. Alors, tu es probablement l'une des femmes camerounaises les plus influentes. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de l'influence que tu as? Si je dis oui, c'est que je vais paraître très prétentieuse, non? Tu ne peux pas paraître prétentieuse Non, alors mais que en tu as fait, autant de talent. C'est pas de En la fait, je suis prétention. contente Voilà, d'une chose. Voilà. Les écrivains étaient dans l'ombre. c'est ça. On voit beaucoup les sportifs. C'est vrai. On voit beaucoup les Chanteurs. musiciens, Les les chanteurs. Mais les écrivains sont censés être solitaires, rester dans l'ombre, ne pas parler. Ou bien si on parle, on revendique. On n'est pas censé être des stars. C'est ça. Je veux changer le visage de la C'est déjà fait, littérature. Je veux que les jeunes se disent, je veux être écrivain parce que ça peut aussi être de l'amour. Oui, Wow. oh, c'est bon ça. Ah, mais c'est glamour là C'est déjà. beau. Les jeunes avec que quand tu veux cacher quelque chose, tu mets dans les livres là. C'est faux. Ils commencent déjà à ouvrir. Elle veut dire Moi, qu'il faut je- qu'ils comprennent que c'est pas une affaire élitiste ou c'est un truc. Parce que même ceux qui lisent, j'ai l'impression qu'ils veulent même pas que les amis sachent qu'ils lisent. C'est-à-dire, c'est devenu ringard d'avoir un livre et de le lire quand on est très jeune. On le pensait. Moi, avant, quand je suis rentrée après le concours et que j'ai dit je vais mettre la première bibliothèque, Voilà. d'abord dans ma ville Marois, et puis je me suis dit, je vais d'abord mettre dans mon quartier, donc Passy-toi à Douala. À Douala. On m'a dit, mais qui va Qui lire? va lire? Qui Non, viendra à il ta va lire. bibliothèque, C'est etc. J'ai mis cette première bibliothèque en Passy 3. Aujourd'hui, quand Il y a on plus de n'a lecteurs. pas C'est ça. de jeunes qui viennent, ce qu'on a, c'est-à-dire le minimum qu'on a, c'est 30 ouais. jeunes Au par moins, jour, par jour. à Douala. Dans la ville de Marois, c'est 50. Mais c'est grâce à toi, c'est ce que tu Et la ville de Marois, en plus, je l'ai mis dans un quartier, voilà, un peu éloigné. Et tout le monde sait, qui viendra? Là, on ne s'intéresse pas à la littérature. Les jeunes aujourd'hui, mais c'est très commode de dire qu'on ne s'intéresse pas à la littérature, que les jeunes ne lisent pas, Mais quand parce que on c'est pas ne leur accessible, offre on pas leur des faut livres, pas. quand on ne leur donne pas les livres qui les intéressent. C'est ça. Moi, la remarque que j'ai faite, quand j'ai mis en place la bibliothèque de Marois, il y avait des petits-enfants, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui entraient à la bibliothèque par curiosité, juste parce que c'est un lieu qui semble beau, et puis beau, ouais, on ne les beauté. chasse pas. Une fois qu'ils entrent, il y a des gentils bibliothécaires qui viennent, qui les appellent, oui, tu peux entrer, et tout, ils sont timides. Ils entrent. On leur dit, allez regarder ces livres, de ce côté-là, on les guide. Ils y vont. On leur dit, tu peux toucher. Ils commencent à toucher le livre, et la bibliothécaire, très très gentille, prend un livre par rapport à leur âge. Leur dit, assieds-toi et regarde ce livre. Voilà. L'enfant a d'abord peur. Mais quand il prend le livre, il l'ouvre par curiosité. Et puis il tourne les pages. Et puis il s'intéresse à ce qu'il y a dans ce livre. Et le lendemain, il revient. Il revient. Voilà. Et aujourd'hui, quand on a des ateliers de lecture, on n'a plus suffisamment de place. C'est une bibliothèque quand même qui se trouve à Dengui, c'est-à-dire... Vraiment loin. C'est loin par rapport à quoi? À la Mais ville, pas peut-être. par rapport Faut au dire qu'ils centre-ville. ils arrivent à Voilà. venir. C'est un peu comme si on était à disons, le Oui, Yassa Yassa. Oui, de bien. Marois. Voilà. Mais quand même, Ils arrivent. on se rend compte que ces jeunes-là, quand on leur met Ce qu'il faut. ce qui les intéresse, et surtout quand on leur donne le bon exemple, eh bien oui. Donc la littérature n'est pas encore totalement enterrée.
Oui, non, elle n'est pas du tout enterrée. Voilà. C'était pour dire que c'est l'appréhension qu'on a au départ. C'est que les enfants, ils ont eux-mêmes des fois ont cette impression, mais une fois qu'ils sont mordus, ils y restent. Hein. Non, c'est bien vraiment de faire ça. Parce que souvent, tu envoies une affiche à quelqu'un, même pour un spectacle, il te demande que le prix c'est combien, alors le prix est inscrit sur l'affiche. Non, c'est bien de faire ça. Mais je vais te poser une question d'utilité publique. Yamide te regarde. D'utilité publique. Il faut savoir que la vie de la nation dépend de la réponse que tu donneras. Le peuple À ce t'écoute. point, Très important. je peux encore m'enfuir ou pas? La question est capitale. Quelle petite fille as-tu été? Te souviens-tu de ton enfance? C'est sûr qu'elle se Oui, oui, bien sûr. J'ai été une petite fille curieuse et timide. Curieuse dans le sens où j'adorais les histoires. Je voulais tout savoir. Timide parce que je n'osais pas lever la tête, je n'osais pas parler aux inconnus, je n'osais pas beaucoup de choses. À l'école, j'étais tellement frêle et j'étais la plus jeune, mais j'ai très très vite compris que les camarades garçons qui sont gentils peuvent être de très très bons protecteurs. Et puis un jour, miracle, je accompagne ma mère chez une de ses copines et je tombe sur un livre avec une belle couverture rose. J'ouvre le livre par curiosité. Premier constat, je sais lire. Moi-même, je ne savais pas que je savais lire. Deuxième constat, et non de moindre, je comprends ce que je lis. Parce que nous, avant d'aller à l'école, on est à l'école coranique. Oui. On apprend à lire l'arabe, mais on ne comprend pas un mot de ce qu'on lisait. Donc, quand je me rends compte, et surtout, je me rends compte que le livre me raconte une histoire. Quand je ferme ce livre, catastrophe. Qu'est-ce que je fais pour trouver d'autres livres? C'est là où je apporte le livre partout et une de mes camarades de classe me dit, il y a des livres à l'église catholique. Moi, je suis musulmane. Comment Mon tu fais? père est professeur d'arabe, il est juriste de formation, il est imam et érudit. Donc, mon père est spécialisé en charia, donc en législation islamique. Il a fait ses études à l'université Al-Azhar du Caire. Et donc, je ne demande pas la permission. Je vole la route comme on dit au Cameroun. Je vais à l'église catholique. Quand j'arrive devant l'église, il y avait, vous savez, c'était un marché devant l'église. Et c'est notre quartier en fait, Barmaré. Donc c'est juste à côté du pont vert. Mais devant cette église, donc dans ce marché, il y a aussi tous les tontons du quartier qui vont aller rapporter les bêtises. Donc, je n'ose pas entrer par la porte. Je contourne l'église. Il y avait une barrière très haute, comme celles les barrières, comme ceux qui ont déjà été à Marois connaissent les barrières des maisons de Marois. Donc, je grimpe sur un arbre. J'escalade le mur de l'église catholique. Wow. Le prêtre que je rencontre me demande si je suis venu voler. Je dis non, je suis venu chercher les livres et surtout, je ne suis pas venu prier. C'est ça. Et là, il me conduit gentiment à la petite bibliothèque. J'ai passé tellement de temps dans cette petite bibliothèque de l'église catholique. Et que le jour où mon père a appris que j'allais à la bibliothèque, que j'escaladais le mur de l'église, non seulement il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas puni, il m'a dit, tu es trop bête, la prochaine fois, rentre par la porte. Donc, j'ai été une fille qui a adoré lire, qui a adoré écouter les histoires, qui aimait dessiner, qui aimait les couleurs. Non, la lecture, c'est depuis l'enfance. C'est depuis, oui. Depuis toujours. Depuis toujours, oui. Voilà, justement, parlant quand on parle de lecture, je pense qu'elle a déjà un peu répondu. Écriture dessus, voilà, quel était ton lien avec l'écriture et la littérature avant que tu t'y mettes proprement? Mon lien, au départ, c'était beaucoup plus lecture-plaisir. Oui. Lecture-plaisir, mais également nécessité. Nécessité dans le sens où j'aurais été un enfant en déperdition scolaire juste parce que j'avais des problèmes de vue qui n'avaient pas été détectés. Donc, je suis très myope depuis que j'étais toute petite. Mais personne ne savait que je ne voyais rien au tableau. Moi-même, je ne savais pas que ce n'était pas normal que je ne vois pas au tableau. Je me disais juste, mes camarades, comment, je ne sais pas. Et donc, j'ai développé une mémoire auditive. Donc, j'écoutais beaucoup le maître, mais je ne revisais presque jamais mes leçons.
Ouais, parce que voilà. Et puis, au moment où je découvre les livres, eh bien, vous savez, pour savoir faire les mathématiques, il faut savoir lire. Pour comprendre l'histoire, il faut lire. Pour comprendre le français. Donc, pour tout, la lecture est importante. Et donc, pour moi, j'ai concilié les deux tout simplement. Je ne révisais pas, mais mes parents pensaient que je lisais beaucoup, donc je révisais. Pour eux, c'était ça. Et au moment où les parents peuvent se rendre compte, eh bien, je pense qu'on a tout fait ça, hein, le harlequin dans le livre, dans le cahier, etc. Et puis, vient les premiers tourments de femme. La jeune fille que j'étais, les demandes en mariage. J'ai eu mes premiers prétendants à l'âge de 12 ans. À 14 ans, on m'a fiancée. Et alors, vers 16 ans et demi, 17 ans, c'est là où j'accompagne, je vais avec mes camarades au défilé le 20 mai. Et ce jour-là, beaucoup de personnes sont venues demander ma main. Et parmi elles, une autorité de la ville. Il m'a vu la première fois le 20 mai. Il m'a épousée le 1er juillet. C'est un mariage qui m'a totalement détruite. Je suis tombée dans toutes les phases de dépression, de maladies psychosomatiques. Je faisais des tentatives de fugue, ça ne marchait pas. Des tentatives de suicide, je n'avais pas envie de me suicider en réalité. En ouvrant un livre, on peut être partout où on a envie d'être, changer même de siècle. Je me suis passionnée pour le Moyen-Âge pratiquement, parce que t'éloigner du présent. Je m'éloignais du présent. Le livre me permettait non seulement de m'évader, mais de revivre le temps d'une lecture. Je n'étais pas moi. Je n'étais pas une victime. Je pouvais être dans la peau de quelqu'un, d'une femme, d'une héroïne. Et puis, un jour, au plus fort de la dépression, quand j'étais vraiment au plus mal, je vois un agenda qui traînait au sol. J'ai pris cet agenda sans préméditation. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai juste pris spontanément. J'ai pris un stylo, je me suis mise à écrire. Je ne me suis dit à aucun moment à cet instant-là que j'allais devenir écrivain ou que j'allais m'écrire. Mais je me suis rendu compte quand j'ai levé la tête, et des heures plus tard, que j'avais vomi sur le papier toute la haine, toute la colère, tous les ressentiments que j'éprouvais au plus profond de moi. Et je me suis sentie libérée. Et le lendemain, j'ai recommencé. Mais entre écrire pour soi-même, pour se guérir, pour se sentir mieux, et écrire pour les autres, pour qu'on me lise, pour avoir une carrière, etc., il s'est passé beaucoup d'années. Pratiquement 15 ans, hein, pratiquement. Les 5 ans de mon premier mariage, écrire m'a quand même permis de me libérer. Les 10 ans de mon second mariage, où je suis tombée dans tout ce qui est violence conjugale, oppression, tu ne sors pas. Tu ne t'habilles pas de telle manière, tu ne regardes pas telle personne, pourquoi tu as parlé à tel autre. Et puis, l'emprise psychologique, parce que les violences conjugales commencent par l'emprise psychologique. Donc, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si je t'ai donné cette petite chipe, c'est parce que c'est de ta faute. Tu ne fais jamais rien comme il faut. Et quand vous allez vous plaindre auprès de votre famille, auprès de votre entourage, que votre mari vous a frappé, la première question que tout le monde vous pose, c'est qu'est-ce que tu as fait qui te frappe? C'est bizarre. Je suis partie parce que je voulais d'abord sauver ma peau. Je ne suis même pas partie, je me suis enfuie. Et quand je suis partie, mon époux, pour me punir, a kidnappé mes filles. Je savais que si je ne faisais rien, mes filles allaient devenir exactement ce que je ne voudrais pas qu'elles deviennent. Elles allaient subir le mariage précoce et forcé. Elles allaient vivre sous le joug d'un homme. Et en tant que femme, elles n'auraient pas pris leur destin en main. Alors j'ai décidé de prendre ma plume pour être non seulement ma propre voix, mais la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. Écrire, me faire entendre, dénoncer, briser les tabous était le seul moyen pour que mes filles soient des jeunes femmes libres. Et je pense que par le biais de la littérature, je suis arrivée à faire ça. Et c'est ma plus grande victoire. J'ai une question bête. J'ai une question bête. Il n'y a pas de question bête, vas-y. Bref, peut-être qu'aujourd'hui, puisque au moins elle arrive à en parler, je voulais savoir, le premier mariage, parce qu'il arrive plus tôt. Le premier mariage forcé. Oui, forcé. Est-ce que vous, dans ce mariage-là, vous faites un enfant? Oui. C'est comme ça, forcé. Le mariage forcé
contrairement à ce qu'on pense, ne se passe pas comme dans les mauvais téléfilms, où la fille dit « je ne veux pas me marier, je ne veux pas », et puis vous, les autres disent « si, tu vas te marier ». Ça ne se passe pas comme ça. Le mariage forcé se passe toujours par la persuasion et le chantage affectif. On vous persuade que c'est pour votre bien. Vous avez les personnes que vous aimez autour de vous qui vous font un chantage, qui vous disent « oui, tu devrais accepter ». Pour l'honneur de la famille, voilà. Pour la dignité du père, c'est-à-dire toutes les raisons possibles. Et puis on vous sort toutes sortes de proverbes. N'épouse pas qui tu aimes, épouse celui qui t'aime. Voilà, de toutes les façons, n'épouse pas un jeune homme, ils sont irresponsables, des voyous, etc. Épouse plutôt un homme mûr, etc. Bref, vous avez des phrases toutes faites. Ouais. Et puis nous, qui vous formalise un peu. Dans le Nord Cameroun, principalement dans la culture Peul, les filles ne sont pas éduquées pour dire non. Les filles sont éduquées pour être des filles de bonne famille, pour obéir, être respectueuses et mettre le sens de la dignité et de l'honneur au-dessus de son propre bien-être. Donc en réalité, c'est par rapport à ça. Donc c'est un ensemble de choses qui vous conditionnent à ne pas dire non. Voilà. Ou donc, alors à le dire dans votre cœur, mais à ne jamais le sortir prononcer de cette manière. Ben oui. Donc, si vous me posez m'avez posé la question il y a 10 ans, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire il y a 15 ans, premier roman 2010, je n'aurais pas pu répondre comme ça parce que je m'auto-censurais. Ce que j'ai écrit aujourd'hui dans mon 5e roman, je n'aurais jamais pu le faire il y a 15 ans. Est-ce que le parent est conscient du mal qu'il fait à l'enfant? Aucun parent ne déteste son enfant. Ça n'existe pas. Pas pour faire du mal. Tous les parents du monde aiment leur enfant. Donc, s'il y a les mamans qui insistent encore pour que les filles soient mariées précocement, s'il y a les mamans qui vont même jusqu'à l'excision ou même le repassage des seins, c'est parce qu'elles sont persuadées tout au fond d'elles-mêmes qu'elles font le bien pour leur enfant. Et surtout, la transmission. La transmission est tellement importante pour nous, l'héritage chez nous en Afrique. C'est-à-dire, on a l'impression en tant que femme, si on ne transmet pas ce qu'on a reçu, c'est que quelque part, on n'est pas une bonne mère et qu'on a failli à un devoir. C'est ça. Et oui, on n'y peut rien, hein, les époques voilà, se suivent et des fois elles se ressemblent parce que les gens veulent à tout prix conserver les traditions du passé qui ne sont pas toujours toutes bonnes. Hein, je veux dire, ça dépend hein, de là où on se trouve et de comment on prend les choses. Alors, ton livre, ton tout premier, Wallandais, est une autobiographie où tu dénonces le poids. En réalité, ce n'est pas une autobiographie. Beaucoup de personnes disent, c'est vrai, j'ai vécu dans la polygamie. Oui. Je l'ai toujours décrié, mais en réalité, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore publié une autobiographie. Ah, d'accord. Mes livres sont inspirés des faits réels. Voilà, je le dis toujours. C'est inspiré des faits réels, c'est vrai. Des fictions inspirées des faits réels. Je me suis inspirée de ma vie, mais de celle de tout mon entourage en réalité. Mais en fait, quand vous lisez mes livres, ce qui s'y passe, les héroïnes, leur vie, leurs pensées, en réalité, c'est la vie banale de toutes les femmes dans le Nord Cameroun, mais même au-delà, le Tchad, le Niger, le Nigeria, tout le Sahel en fait. C'est exactement la même chose. Peu importe d'où on vient, où on se situe, notre niveau d'études, vie sociale, etc. C'est la même chose. En 2020, la consécration, on peut dire ça comme ça, la toute première. Alors, 2020, c'est ton année, hein, c'est ton année d'abord, c'est la première fois. On aimerait savoir, encore aujourd'hui, après au moins presque 5 ans, qu'est-ce que sur le coup ça t'a fait? On aimerait. Est-ce que tu peux te rappeler de ce que ça t'a fait quand on t'annonce que tu es quand même le prix concours des lycéens, par exemple? Comment tu le ressens? C'est un roman, les lames de la patience ou les impatients. Des impatients. En fait, quand on dit j'ai retravaillé le texte, c'est pas dans le sens où on l'entend, parce que retravail c'est un mot vraiment, ça va trop loin. Oui, c'est un peu grand. Ça reste exactement le même texte. Le même texte, oui. Les mêmes personnages. Les mêmes phrases même. Oui. Mais par exemple, dans la première version, éditée par mon éditeur camerounais François Kémé, je vais dire Mounial, Mounial, Mounial. Parce que chez nous, dans le Nord Cameroun, en langue Peul, la répétition fait partie de la langage, langue. Oui. Mais maintenant, et donc moi, parce que je ne peux pas dire patient, parce que la patience même en réalité ne traduit pas Mounial. Ce n'est pas suffisamment fort pour traduire Mounial. Oui. Mounial, c'est accepter tout, supporter tout sans te plaindre. Okay. Et donc,
dans cette première version, je vais mettre Mounial, Mounial, Mounial. François, qui est mon éditeur camerounais, n'y verra pas d'inconvénient. Bien sûr, oui. C'est aussi un peu ce qu'on appelle l'anolika, la nouvelle littérature camerounaise. Mon éditeur français trouvera qu'il y a trop de répétitions et trop de Mounial. Maintenant, il faut bien que moi, je puisse lui faire comprendre que non, si tu dis juste patience, ça ne veut pas dire Mounial. Et donc, le compromis, c'est de dire Mounial, patience. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est des petits détails comme ça qui ont été retouchés. C'était pas vraiment toute l'œuvre. C'est pas, mais ça reste, c'est-à-dire une personne qui lit. Ou bien alors, par exemple, moi, dans ma langue Peul, je ne peux pas vraiment écrire au présent parce qu'une fois que l'action se passe, elle est passée. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise puisque je traduis naturellement le Peul. Et donc, je suis beaucoup plus à l'aise dans le passé. Et alors que les éditeurs européens vont toujours mettre le présent parce qu'ils trouvent que ça est plus dynamique dans le texte. Et donc, ces petits arrangements, c'est juste des petites modifications. Mais maintenant, pour répondre à ta question. Non, en fait, c'est lui qui posait... Non, la question, c'est qu'est-ce que ça m'a fait de gagner le Ah oui, qu'est-ce que ça... Ok, d'accord. Oui, ah oui, tu sais. C'est une question-là. Au départ, donc... quand je vois que je suis sur la liste du Goncourt, la première personne que j'appelle, j'étais en France, et c'était le moment du Covid. La première personne que j'appelle, c'est mon époux. Mon époux qui est... Il est gentil. Hein. Très gentil. Il faut en parler. C'est un gentil époux, s'il vous plaît, cette fois-ci. Donc, mon gentil époux qui est écrivain, il est ingénieur, il se vante d'être ingénieur, mais il est écrivain. Donc, ce gentil époux qui m'a soutenu, qui m'a encouragé. Je me souviens quand j'écrivais Mounial, les lames de la patience, à un moment, il était en train de monter parce que j'écris la nuit. Je m'effondre sur mon ordinateur en sanglots. Et il me dit une phrase suffisamment forte. Si ça te met dans cet état, c'est que tu n'es pas encore prête d'écrire ce roman. Et je lui pose une question. À quel moment j'aurais été prête? Quand on a vécu le viol conjugal, les violences conjugales, le mariage forcé et autres, à quel moment on peut être prête pour en parler? Et donc, je ne m'attendais absolument pas à être sur aucune liste de prix, et encore moins le concours. Donc, je l'appelle et il pleure. Il pleure. Parce qu'il est conscient que l'histoire se joue, que ça veut dire quelque chose. Et quand j'arrive à la finale du concours, la veille du concours des lycéens ou le jour du résultat, je ne pouvais pas imaginer que des jeunes en France, qui sont quand même un milieu occidental, pouvaient être suffisamment touchés par une question de violence conjugale, de mariage précoce et forcé, etc. Je me disais peut-être c'est trop loin de leur environnement, peut-être qu'ils sont trop jeunes pour comprendre les enjeux, peut-être qu'il y avait trop de peut-être. Et donc quand on m'annonce que c'est moi la lauréate, eh bien évidemment il faut encore que j'appelle mon mari. Le mari gentil mari. Voilà. On passe un très bon moment, sincèrement, aujourd'hui, et c'est pas tous les jours que c'est comme ça, c'est assez touchant et vous pouvez m'inviter tous les jours. Mais on a une question capitale. Encore. Tu milites contre ces atrocités que subissent les femmes. Comme arme, tu utilises la plume. Voilà ta plume, et des fois tu fais des sorties comme le courrier que tu as adressé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, concernant l'affaire Diane Yongo. S'il fallait dire un mot, qu'est-ce que tu dirais? S'il y avait un seul mot à dire, c'est qu'on ne peut pas se permettre de se taire. Je ne suis pas le genre qui commente les faits divers. Quand vous voyez même mes sorties sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, je regarde, mais je ne dis rien. Mais sur cette affaire-là, est-ce qu'on se rend compte de la gravité des choses? Est-ce à dire aux hommes que vous pouvez frapper vos femmes et les tuer et juste débourser 52 000 francs? Est-ce que le message qu'on adresse aux femmes, c'est que votre valeur, c'est 52 000 francs? C'est ça. Est-ce que la valeur même d'une vie humaine au Cameroun, qu'on soit un homme ou une femme, c'est 52 000 francs? Moi, pour moi, c'est-à-dire, je ne peux pas comprendre. Je suis encore... Bon, la juge, peu importe que ce soit une femme ou un homme, que ce soit une femme, c'est un peu plus grave pour nous, les femmes, parce qu'on parle beaucoup de sororité. Et de voir qu'en réalité, là, cette sororité n'existe pas, c'est dommage, ça fait mal. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une loi
il y a quand même une justice. On tue une personne, elle est morte. Ses enfants ne vont plus jamais la voir. Elle a perdu sa vie en public. Une professeure. C'est ça. Et comme quoi, vous payez 52 000 et vous restez au camp. Non, cette fois-ci-là, j'étais prête à aller jusqu'au bout. Et je pense avoir fait mon devoir en tant que femme, en tant que mère, d'écrire ce courrier. Je ne sais pas ce qu'il va arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis bien avec ma conscience parce que je pense que les personnes qui sont les plus haut placées pour savoir déjà ce qui se passe et faire en sorte que les choses changent, sont au courant et ne peuvent pas dire qu'elles ne sont pas au courant. Oui, au moins cela, c'est sûr. Même en disant ça, vous n'êtes Je suis très très fâchée. Oui, mais c'est énervant. Mais on parle quand même de quelqu'un qui est mort. C'est ça. En plus, le sursis qu'on a mis là, c'est ça qui peut me tuer, quoi, moi. C'est-à-dire, ça tue. Ça dit, c'est comme si on nous tuait toutes. Le sursis. Vous avez vu le retour du ministre qui vous dit que quelque chose sera fait? Pardon? Est-ce que le retour du ministre? Non, elle aurait dit si elle avait eu un retour. Non, je n'ai pas eu de retour. Mais maintenant, je pense quand même que les choses sont en train de bouger, donc on va revoir tout ça, ce jugement et autres. Oui, qui est là, on attend. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas se taire. C'est quand même inadmissible. On parle quand même de meurtre. C'est ça. Donc, il n'y a aucun pays au monde où un meurtre peut être jugé de cette manière-là. Donc, quelqu'un tue sa femme, vous le mettez même pas en prison, quoi. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on ne comprend pas. Et en plus, 52 000 francs. 52 000 francs. Je sais pas, on dit que ce n'est même pas l'amende. Ce sont les frais de justice. Donc, il n'y a même rien, en fait. Il n'y a pas d'amende. En tout cas, il n'y a pas d'amende. J'étais totalement, c'est-à-dire, je me suis totalement mise à cette place. J'aurais pu être une victime. Je suis une victime. Je suis une survivante. C'est juste tu es survivante. Toutes les femmes qui sont victimes de violence sont des survivantes en réalité, parce qu'il faut juste... Vous avez reçu des coups, ça aurait pu être le coup qui tue. C'est ça, le coup qui tue, c'est ça. Donc, ça veut dire que le prix de ma tête, de ma vie, c'est juste 52 000. C'est ce que ça veut dire. Ouais, exactement. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, parce qu'on doit... Et je pense que tous les hommes, c'est pas une affaire de femmes. Oui, c'est une affaire d'être humain. C'est une affaire de la dignité humaine, du prix de la vie humaine. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez, tous les hommes devraient se dire une chose. Une femme, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est mon épouse et c'est ma fille. Donc, si vous n'êtes pas violent et que vous êtes quelqu'un de bien, imaginez juste qu'on peut tuer votre mère, qu'on peut tuer votre fille, votre soeur, et payer 52 000, et que demain, vous sortez pour aller faire vos courses, vous rencontrez cet homme-là qui se balade tranquillement et refait sa vie alors que votre soeur, votre mère ou votre fille se trouve au fond d'une tombe. Qu'est-ce que ça va vous faire? C'est juste ça, en fait, qu'il faut se poser comme question. On est en compagnie de Djaily Amadou Amal. Oh là là, on va pas pouvoir faire notre thème de ce soir parce que ce qu'elle nous dit, c'est déjà un grand thème sur lequel on travaille. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que samedi, vous aurez la possibilité d'avoir un livre comme moi. Dédicacé, s'il vous plaît, le harem du roi. C'est à l'IFC de Douala à partir de 17h. Il faut y être. Le harem du roi, cette rencontre, le harem du roi, c'est paru en 2024, donc l'année dernière, juste pour comprendre, parce que moi j'ai une phrase que j'ai lue tout à l'heure, quand l'ambition et la tradition tuent l'amour. On est déjà en train de visualiser un tout petit peu de quoi on va parler, mais encore, s'il fallait dire quelque chose sur ce livre, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne en le lisant? Plusieurs choses, en réalité. C'est une histoire d'amour. D'accord. Boussra, professeur de littérature, est marié à Seni, qui est médecin. Un couple moderne, bien comme il faut. Belle maison, à Yaoundé, 4 enfants qui font des grandes études. Tout va bien pour le meilleur du monde jusqu'à ce que Seni décide de devenir l'amido d'une chefferie traditionnelle. Dans le Nord Cameroun, on ne dit pas laquelle. Eh bien, à ce moment-là, Boussra est confronté à un choix. Qui dit chefferie traditionnelle? Palais royal dit également harem. Boussra. Vous comprenez quand on dit harem? Voilà. Boussra le roi avec toutes ses maîtresses. Non, pas ses maîtresses. Bon, on appelle quoi? Ses concubines. Ses concubines, bon. Oui. Soulalo. Okay. C'est-à-dire que Boussra, monogame, qui croit donc à l'amour absolu,
est confrontée donc, est obligée de faire un choix. Elle aime Seyni, elle est bien dans sa vie, elle ne voudrait pas que les choses changent. Et lui présente ça comme un devoir. Il veut lutter contre l'obscurantisme, il veut être un bon lamito, il veut changer les choses. Mais, et il lui dit une phrase toute masculine, et je pense que les femmes vont adorer. Adorer, oui, c'est quoi? La phrase c'est, oui, mais ces femmes-là dans le palais, ce ne sont pas mes épouses, c'est juste des concubines. Ah! Et Boussora qui répond, c'est quoi la différence entre une coépouse, une maîtresse, une concubine? C'est juste une autre femme dans ton lit. En réalité, c'est aussi un choix de femme. Oui. Qu'est-ce que la femme est censée faire quand son mari décide d'aller vers des femmes plus jeunes? Est-ce qu'elle le quitte? Le quitter, ça veut dire aussi quitter toute une vie, quitter sa maison, quitter ses enfants, quitter son confort et ses habitudes. Est-ce qu'on reste, on accepte parce qu'on est à la porte de la ménopause, parce qu'on est bien avec lui, parce que jusqu'où on peut aller par amour. Mais surtout, il y a aussi des thèmes graves. La survivance de l'esclavage en Afrique. Oh là là. Et ça, c'est une autre histoire. Wow. Oh là là, on peut applaudir pour Djali Amadou Amal qui est notre invitée. On va revenir à elle tout à l'heure. On va d'abord accueillir ici Patricia. Elle est là? Elle est là. Patricia Keyi de Obsession qui va venir nous parler de ce que cet institut propose. Elle est là. Alors Patricia, rapidement, tu vas nous donner quelques astuces pour venir à Obsession. Comment ça se passe? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Alors, Obsession, c'est important de le dire. C'est quoi l'actualité en ce moment? Obsession, l'Institut de beauté et du bien-être, déjà connu, qu'on ne présente plus. L'actualité, ce sont nos promotions pour le mois d'avril. Oui. Premièrement, la promotion, c'est simplement, on s'est dit, tout est dans le regard. On a choisi de se souvenir que tout est dans le regard. Comment c'est surligné, comment c'est surligné, comment ça bat. Et donc, on a décidé de s'asseoir et de s'appesantir sur le microblading en ce mois. Alors, on en a déjà parlé, on a expliqué à tous c'est quoi l'importance, mais ce mois, on fait une promotion sur le microblading, micro-shading aussi, ou combo. On a déjà rappelé aussi que chez nous, ça se fait sans douleur parce qu'on a une crème anesthésiante, que c'est avec la meilleure des compétences et l'expertise des meilleurs venus même du Canada. Ça aussi, on le sait déjà. Ce qu'il y a à savoir, c'est que le prix est revu pour ce mois d'avril. Donc, vous qui attendiez depuis d'avoir vous aussi votre microblading, de pouvoir sortir pendant minimum 6 mois, voire 9 à 12 mois, sans avoir à vous retracer les sourcils, l'occasion... C'est pas tout le monde qui s'est tracé. Donc, c'est pas tous les jours qu'on y arrive, même quand on sait le faire. Il y a des jours où ça marche pas. Alors, venez le faire façon semi-permanent chez nous pendant au moins 6 mois. Au moins, parce que ça peut aller jusqu'à 12 ans, en fonction de la teinte que vous... 12 mois, donc 1 an, en fonction de la teinte que vous avez choisie. C'est en promotion que vous vouliez microblading ou micro-shading. Tout est dans le regard, je le disais, c'est aussi comment ça bat votre regard. Donc les cils aussi, l'extension des cils pour ce mois d'avril, c'est à seulement 10 000 francs chez nous. L'extension des cils, donc on vous le met pour une longue durée à votre guise, et si vous le voulez plutôt extravagant ou plutôt naturel ou encore un mix des deux, vous venez profiter en ce mois-ci à seulement 10 000 francs. 10 000 francs. Juste pour comprendre, est-ce qu'il y a d'autres choses autour? J'allais à parler de la grande promo, d'accord, mais quand on vient à Obsession Institute, qu'est-ce qu'on y trouve? Quelles sont les offres? Les offres, je crois qu'on n'aura jamais assez de 20 émissions de C'est comment pour en parler. Donc c'est la coiffure pour hommes, femmes, enfants, que vous soyez plus tresse ou alors perruque, lace ou encore tissage. Vous trouvez votre compte à Obsession hommes, femmes, enfants. C'est également les soins relaxants, notamment nos massages. Nous avons les massages classiques, mais nous avons aussi des massages amincissants. Donc vous profitez déjà du soin relaxant d'un massage, mais en plus vous ressortez de là, vous avez perdu des kilos. Donc une lipocavitation, une madérothérapie qui est effectuée à partir des instruments spéciaux. Vous sortez de là, vous pouvez de nouveau enfiler votre magnifique robe des fêtes qui vous avez peut-être déjà lâchée après la célébration. Les soins pour vos ongles. Donc c'est pas seulement l'onglerie, c'est pas seulement vous placer des faux ongles, mais on traite également les ongles chez nous. Oui, on traite ça chez nous, tout comme on a le traitement pour pas mal d'autres parties du corps, notamment les cuisses. Ça peut être abîmé à cause de la peau d'orange ou cellulite. Nous, on peut faire disparaître ça. Les lèvres aussi qui sont peut-être abîmées, peut-être du fait du froid. Ce n'est pas toujours parce
qu'on est peut-être fumeur. Des fois, juste le froid peut nous abîmer les lèvres ou alors un mauvais produit. Venez chez nous, on vous rend les lèvres de nouveau belles et roses et même pulpeuses avec le Candy Lip. Comment on fait pour arriver à Obsession Institute? Obsession, eh ben, nous sommes à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Oui. Et voilà, vous pouvez nous contacter. On a des numéros de téléphone, vous nous appelez. Oui, si vous c'est voulez, affiché, là, voilà, on peut déporter l'institut plutôt chez vous. Chez on peut vous? aussi Ah vous oui, donner à domicile des aussi. services à domicile. Obsession Institute à domicile. Exact. Et vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, donc Ah, super. Facebook, sur Facebook comme sur Instagram, c'est Obsession Institut. Et juste pour sortir, Joyce, tous les services que nous avons chez nous, que nous pouvons vous rendre, nous pouvons également vous donner la possibilité d'être capable de les exercer. Donc en formation, c'est oui, mois-ci. on n'oublie pas la formation. Voilà, on a D'accord. l'académie des Obsessions qui vous donne pour ce mois-ci 5 formations pour le prix Yes, d'une seule. d'une seule. Toujours en ce qui concerne le visage, microblading, microshading, candy lip, tout ce qui concerne le visage, vous venez, vous prenez ces 5 formations pour le prix d'une seule. Merci Patricia. Merci, Joyce. Et à la prochaine. À bientôt. Nous on est en compagnie de Jali Amadou Amal. Et on est ravis, on va se quitter dans un instant, mais j'aimerais lire quand même, si vous le permettez, un passage dans ce super livre. Je tiens à vous préciser que vous pouvez l'avoir dédicacé samedi 17h à l'IFC de Douala. C'est très important d'y être. Alors je vous lis ce passage. Il arrive que Séni vienne passer du temps avec elle, même si ces moments s'espacent au fil du temps. Et elle décide parfois d'aller passer la nuit au Soro. Elle envoie alors à son mari un texto, car elle ne veut surtout pas croiser une concubine et tient à ignorer sa cohabitation avec elle. D'un accord tacite, Séni et elle n'abordent jamais le sujet. Quand même arrive une nouvelle concubine, c'est par les Djagé, trop bavarde, qu'elle la prend, comme d'ailleurs tous les ragots qui alimentent le palais. Je ne dis pas la C'est suite. ça, c'est ce qu'on appelle le suspense. Le suspense. Ça, c'est le suspense. Tu nous choques. Allez samedi prendre le vôtre, hein? Dédicacé en plus. Mongolie. Gangolie, hein? Ouais, ouais. Alors Jaili, Incroyable. merci d'avoir accepté notre invitation. On va se séparer pour une autre fois, on espère. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben C'était oui. un plaisir. Oh, ben pour nous encore plus. Merci d'avoir été le livre audio. Le livre audio. Oui, parce que c'était le livre. Oui, ce qu'elle faisait tout à l'heure, c'était un livre audio. Merci à tous. On va sortir avec quelque chose d'assez spécial. Vous savez que Lady Ponce et Blanche Bailey, quand les femmes se mettent ensemble pour des choses, ça fait boum. Et depuis, ça fait boum sur les réseaux sociaux. On va avoir un tout petit peu le résumé de tout ce qu'elle nous fait sur les réseaux sociaux parce que le titre sort vendredi. C'est très important. Le titre sort vendredi et c'est Lève-toi. Hein, Ouais. Elle demande certainement aux femmes de